pensée libératrice du joug esclavagiste et colonialiste, fier de sa vision qui ouvre de nouvelles perspectives, fier de sa responsabilité qui incarne l'autorité et le respect d'un continent meurtrier, saigné, martyrisé, volé, pillé, vandalisé, dépouillé, dépossédé de ses bras valides, de ses génies ainsi que de ses ressources naturelles. La vérité audible à l'oreille d'un sourd. Il est fier, professeur Franklin, fier d'être Nancy. Auteur de nombreux ouvrages scientifiques, le professeur Franklin est président de l'Institut de l'Afrique des libertés, association de droit légal malien. Né en 1972 au Cameroun, il est marié et père de 4 enfants. En 2011, il est promu aux fonctions de maître de conférence par le Centre national des universités françaises, section 17, philosophie. En 2010, il obtient son doctorat en PhD en philosophie à l'université Charles de Gaulle, Lille 3, avec la mention très honorable. En 2003, il est reçu à l'agrégation externe de philosophie dans l'Académie de Poitiers. En 2002, il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées avec la mention très bien. En 2001, il obtient un diplôme d'études approfondies en philosophie avec la mention bien à l'Université de Poitiers. En 1997, il obtient un diplôme d'études approfondies en histoire de la philosophie avec la mention très bien à l'Université de Poitiers. En 1996, il obtient une maîtrise d'enseignement en philosophie avec la mention très bien à l'Université d'Abidjan, Cocody, en Côte d'Ivoire. En 1993, il obtient une licence en philosophie, spécialisation histoire de la philosophie, option économie avec la mention assez bien à l'Université de Yaoundé au Cameroun. En 1990, il est admis au baccalauréat à 4 philosophie, lettres avec la mention assez bien au lycée de Yabassi au Cameroun. De 2025 à 2026, il est professeur invité à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Bamako, IBA, ainsi qu'à l'école de guerre du Mali. De 2003 à 2025, il est professeur agrégé titulaire de l'Éducation nationale française. Il exerce successivement dans les académies de Nantes, Lille de 2004 à 2008 et Oran depuis 2008 à nos jours. Il est également chargé du cours d'histoire de la philosophie anglaise au département de philosophie de l'Université de Rouen de 2011 à 2015. Il démissionnaire de ses fonctions le 1er septembre 2025. De 2013 à 2019, il est professeur invité au département de philosophie de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire de Bamako, où il occupe également les fonctions de doyen du département. Il assure l'enseignement du cours d'introduction à la philosophie générale. Voilà le parcours de notre cher conférencier. C'est aussi qui va nous entretenir sur cette question pour nous édifier sur le droit, en quelque sorte, la philosophie du droit, bien sûr, la philosophie du droit, et en apportant aussi ses expertises sur voilà, les réformes institutionnelles. Monsieur Franklin, bonjour. Bonjour, chers collègues, docteur Moïse, merci infiniment pour cette présentation. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin pour animer une telle conférence devant les étudiants de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, devant les enseignants-chercheurs de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest
et tous les partenaires de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Nous vous remercions. Sans pour autant monopoliser la parole, nous allons vous donner la parole pour présenter en 15 minutes ou 20 minutes. Ça 20 ans. 30. Voilà, une heure. Il n'est pas fréquent de l'avoir à côté de nous. Pour qui connaît le professeur Franklin, il a beaucoup de choses à nous dire. Donc nous allons nous donner la parole et à lui-même de limiter le temps. Voilà. Professeur, vous avez la parole. Merci infiniment. Je voudrais me joindre à toutes les paroles profondes et solennelles qui ont été dites ici depuis que cette journée a été ouverte pour dire ma gratitude au Tout-Puissant et aux autorités de cette université pour l'accueil qui nous est fait ce matin et l'occasion qui nous est donnée de participer au Festival de la Vérité. Je remercie les autorités de l'Université catholique du Mali, notamment le président de cette université, le père docteur Yvonne Zoni, et la secrétaire générale académique, la sœur docteur Thérèse Samaké, pour l'invitation estimable qu'ils m'ont faite de présenter une fois de plus une conférence scientifique dans cette maison chrétienne de la connaissance, à laquelle j'ai régulièrement contribué depuis 2012-2013 comme professeur invité pour la formation de la jeunesse africaine du Mali. Grâce à vous tous, chers collègues, chers étudiants, j'ai pris plaisir à apporter chaque fois que j'ai été sollicité ma modeste pierre à ce bel édifice, auquel je souhaite longue et belle vie dans le concert des universités africaines. En chemin que je suis vers mon pays natal, le Cameroun, je n'oublierai jamais que c'est par cette université catholique que je suis pleinement devenu un citoyen du Mali. Et comment oublier ici que c'est à l'entremise d'un des meilleurs professeurs de droit de l'université malienne, le doyen Éloi Diarra, que je vins parmi vous pour la première fois. Je lui dédie en son absence cette conférence dont je lui ferai tenir copie. Que toutes les personnes compétentes, sincères et fraternelles, rencontrées depuis 14 ans dans cette maison, soient bénies. Il m'a été demandé de participer à ce thème, le droit au service du bien commun, un thème large que j'ai décliné sous le titre « Source du droit et problèmes essentiels de l'état de droit en Afrique contemporaine ». Puisque nous nous exprimons dans la langue française, il peut être de coutume d'aller voir ce que le dictionnaire de l'Académie française entend par le mot droit. On y entend par le mot droit ce qui est juste, ce qui est conforme à une règle implicite ou édictée. La définition la plus générale que cette encyclopédie donne au droit, c'est qu'il serait l'ensemble des règles qui sont considérées comme devant régir les relations humaines, qui sont fondées sur les idées de défense de l'individu et de justice, et qui font l'objet de lois et règlements. Mais c'est en philosophe que je vais parler du droit, et non en juriste. C'est une précaution in litis, pour ne pas tomber dans la trappe de mes collègues qui sont les maîtres de ce domaine. Je suis docteur en philosophie depuis 20 ans et professeur de philosophie depuis 33 ans. Je ne ferai donc que ce que j'ai appris à faire depuis de nombreuses décennies. Penser à partir de ce que je vis et de ce que j'apprends. Autrement dit, je vais m'efforcer de penser le droit tel qu'il me donne à penser en Afrique, avec les ressources de ma culture de citoyen africain et celle du philosophe et professeur que je suis. Alors, comment parler en effet du droit aujourd'hui en Afrique? Réjouissons-nous d'emblée d'en avoir le droit, car il n'est même pas certain que le droit de parler du droit soit reconnu dans notre continent en lutte pour la souveraineté, pour la paix, la sécurité et la prospérité de ses populations en tout pays. Parler du droit en Afrique, en cherchant une perspective africaine, est en soi révolutionnaire. En un temps où les ennemis avérés de l'Afrique eux-mêmes s'autoproclament panafricanistes.
En nous saisissant du thème, nous découvrons que la notion du droit est polysémique. Elle a plusieurs sens. On peut commencer à s'exercer en guise de préliminaire à en entendre les différentes significations possibles. C'est-à-dire que là, je vais faire un travail de philosophe sur le concept de droit tel que nous le livre la science juridique. Quand j'entends droit, j'entends ce qui n'est pas penché, ce qui n'est pas courbé, qui est rectiligne comme une règle. C'est la définition au sens 1 qui me vient à l'esprit. Mais existe-t-il réellement quelque chose d'absolument droit dans la nature ou même dans les produits de la culture? Eh bien, nulle part l'objet droit idéal n'existe en ce monde. Très sérieusement, si l'on observe au laser le moindre objet droit, on y découvrira des courbures, des plis, des crevasses et plein d'autres irrégularités. Ne définit-on pas en géométrie une droite comme un ensemble de points alignés? Mais que faire alors des vides supposés exister entre ces points qui forment la droite? De nouveaux points alignés intercalés par de nouveaux vides ad infinitum. La macro-géométrie euclidienne, qui nous dit d'ailleurs que par un point pris en dehors d'une droite, on ne peut faire passer qu'une seule parallèle à cette droite, est rapidement invalidée dans un espace à courbure interplanétaire comme celui du système solaire où nous vivons, mais aussi par les enseignements de la micro-géométrie, celle de la physique quantique. En effet, si la Terre est de forme circulaire, rien de ce qu'on trace ou fabrique sur la Terre ne peut être parfaitement droit. La simple masse de la Terre et des autres planètes ou satellites pliant sans cesse dans toutes sortes de directions tous les objets terrestres, y compris nous les humains, qui bien souvent au soir d'une longue vie, finissons courbés, puis allongés. Si rien de parfaitement droit n'existe dans la nature, ni dans la civilisation, d'où peut donc même venir l'idée du droit? Alors, dans une seconde acception, j'entends aussi par droit quelque chose comme une direction. Et c'est ce que suggère l'idée d'aller tout droit. Le droit serait alors ce qui est devant soi, le chemin à suivre sans dévier, paradoxalement, ni à droite ni à gauche. Définition 2. Encore une droite qui n'est pas droite, celle qui est à droite du tout droit. Quand je dis tout droit, il y a à droite de tout droit. Donc finalement, où est ce qui est droit? Peut-on franchement aller tout droit? Nous les humains, nous marchons en dandinant à droite et à gauche. Nous avançons en zigzagant. Le droit peut-il alors être une direction absolue, entendu comme eh bien, un repère incontestable? Pourquoi aller tout droit, en effet, si dans certaines circonstances, il s'avérait que la ligne droite est le plus long chemin entre deux points? C'est peut-être par là qu'apparaît la notion de procédure. Il y a une méthode à suivre pour que les choses soient droites, comme pour aller tout droit, sans quoi on s'expose aux vices de forme comme aux vices de fond. Hommage encore à mes collègues de la discipline qui sont les maîtres de cette distinction conceptuelle. Quand ils attaquent une affaire, ils s'occupent d'abord de la forme et ensuite seulement du fond. Et c'est cela la procédure. J'entends aussi en un troisième sens le droit, à la manière du dictionnaire de l'Académie française dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme l'ensemble des règles qui sont considérées comme devant régir les relations humaines. Mais quels sont les auteurs de ces règles? Quelles sont les sources du dit droit? De quel droit dit-on en réalité le droit? En une époque où monte la clameur non moins prétentieuse de l'interdit d'interdire. Qui peut encore dire le droit dans un monde où le président de la première puissance militaire a avoué que le droit international n'existe pas et que seul compte l'appréciation subjective et personnelle qu'il fait des rapports de force entre les puissances? Enfin, dans une quatrième acception, quand j'entends le mot droit, j'entends par là ce qui me revient à moi, contrairement à ce que je dois aux autres, le devoir. Dans cette acception du concept de droit s'exprime mon ego, qui n'est pas dépourvu d'amour propre, d'amour de soi ou même d'estime de soi. Comment le droit peut-il être vraiment ce qui est à moi? La propriété privée, ce qui est à moi, si unique à ma propriété, comme le dirait Max Stirner, n'est-elle pas le cœur de tous les conflits sanglants qui traversent ce monde depuis des millions d'années, le struggle for life, combat pour la vie, pour reprendre une expression chère à Charles Darwin, dans The Origin of Species?
Le philosophe helvétique Jean-Jacques Rousseau ne s'est pas quant à lui gêné pour voir dans la naissance du droit comme propriété privée la cause de la calamité qui frappe par tous les temps le monde, la cause de la guerre. Dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau écrit « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur, n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux pour comblant le fossé, eût crié à ses semblables. Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Fin de citation. Alors, toutes ces nuances du droit travaillent tout espace humain où l'on discute du droit. Cela présent, elles épousent aussi les aspérités du contexte particulier d'où émerge leur universalité. J'en viens à la deuxième partie de mon propos. Très bref, jusqu'ici. À savoir le problème du droit en Afrique. Comment le problème du droit? Et ici, je me restreins à la définition 3, entendue comme ensemble de règles qui sont considérées comme devant régir les relations humaines, fondées sur les idées de défense et de justice, et qui font l'objet de lois et règlements. Je vais travailler uniquement à partir de cette définition, parce qu'il nous faudrait 3 conférences pour travailler à partir des 3 autres définitions. Pour le temps limité de notre exposé, nous choisissons de travailler sur la 3e, celle qui est la plus partagée, celle qui nous est donnée par la science juridique. Alors, il nous semble très clair que le problème du droit se pose à partir du caractère problématique des sources du droit en Afrique. De telle sorte que si nous identifions qui dit le droit en Afrique, il nous sera par là même aisé de savoir quel problème le droit pose en Afrique. De manière classique, les sources ordinaires reconnues du droit sont pêle-mêle la nature humaine, les textes religieux, les us et coutumes des peuples, les parlements, les gouvernements, les organisations internationales, les associations de la société civile, pour en citer les plus connus. Mais le fait politique notable avec les différentes sources du droit, c'est qu'elles sont toutes hiérarchisées. Certaines d'entre elles ont prépondérance sur les autres, en raison de la puissance supérieure qui les institue, une puissance bien souvent étatique ou interétatique. On parle ainsi de la hiérarchie des normes juridiques. Dans l'ordre, les règles de droit proviennent donc de différentes sources hiérarchisées entre elles dans chacun de nos pays africains. D'abord, la Constitution, ensuite les traités internationaux, ensuite le droit africain, ensuite la loi, ensuite les règlements, la jurisprudence, la coutume et la doctrine, enfin le contrat. Cette hiérarchie des normes juridiques africaines nous conduit donc aux textes de droit qui en constituent la charpente. Et ces textes, ce sont les constitutions. L'Afrique est particulièrement en souffrance au niveau de son droit constitutionnel. Car c'est à cet endroit essentiel où se décide l'ordre juridique transcendant toutes les activités de la société que l'Afrique a été et demeure encore largement privée de sa souveraineté. Ce véritable gage du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'évoquent les textes fondateurs de l'actuel droit international. Et l'un de ceux qui ont contribué à la période du XXe siècle à cette question, c'était le président américain Woodrow Wilson, qui utilise la notion du 1918. Mais on a tendance à oublier que 682 ans avant 1918, la charte de Kouroukan-Fouga au Mandien stipulait ce qui suit en ses articles 33, 30 et 34, affirmant entre autres les principes de tolérance et de légitimité représentative des peuples, de solidarité internationale et de respect du droit des étrangers. Je cite l'article 33. Dans les grandes assemblées, contentez-vous de vos légitimes représentants et tolérez-vous les uns les autres. Article 30. Venons en aide à ceux qui sont dans le besoin. Article 24. Ne faites jamais du tort aux étrangers. Le vice de fond de l'ordre juridique africain vient précisément de son escamotage négrier colonial, néocolonial et despotique. Comme l'écrit le professeur Alfousseni Diawara dans un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, intitulé « Autorité traditionnelle à la recherche des causes de leur survivance dans les labyrinthes juridiques et judiciaires de l'Afrique précoloniale à nos jours », publié ici à Bamako, aux éditions de Tombouctou en 2023,
Voici ce que dit le professeur Alfousseni Diawara, dont je partage pleinement le constat. Citation. En Afrique noire, la colonisation a représenté à maints égards une sorte de cataclysme, de déflagration culturelle, qui, en s'étendant de gauche en gauche, a fortement ébranlé les cosmogonies primitives et a, par le fait même, sapé et érodé les équilibres des sociétés traditionnelles. L'arrivée et la domination de l'homme blanc ont plongé l'Africain dans un profond désarroi. Ce dernier s'est retrouvé désemparé par la découverte soudaine et par l'emprise d'un autre monde qui, par le seul fait d'exister, lui révélait l'extrême vulnérabilité de son propre univers. Fin de citation, extrait de la page 7. Dans la situation où l'Afrique se trouve, voici les problèmes auxquels elle est confrontée. Le premier, c'est le problème de l'aliénation épistémologique constitutionnelle africaine. N'ayez pas peur des mots. La plupart des constitutions africaines, à quelques exceptions près, sont des décalques des textes constitutionnels des anciennes puissances coloniales des pays concernés. C'est une aliénation de la science politique et juridique africaine que nous relevons précisément ici. Une dépendance épistémo-politique. Épistémè en grec veut dire la science. Et l'épistémo-politique, c'est une politique de la science. On constate cette dépendance notoire envers les modèles constitutionnels occidentaux. Ainsi, globalement, sous l'influence anglophone, les constitutions des pays africains anglophones ressemblent toutes comme deux gouttes d'eau, pratiquement, aux constitutions des pays qui les colonisaient. Les constitutions sud-africaines, ghanéennes, nigérianes, libériennes, par exemple, ressemblent comme deux gouttes d'eau à la constitution de l'État fédéral américain. De la même façon, les constitutions camerounaises, ivoiriennes, gabonaises, centrafricaines, sénégalaises, béninoises ou tchadiennes sont des copies certifiées conformes de la constitution de la 5e République française à quelques nuances près. Prenons quelques exemples des constitutions d'Afrique francophone comparées à leur modèle français. Je vous lis l'article 1er de la Constitution française. France, article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Sénégal, titre 1er. La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. Copie camerounaise. La République unie du Cameroun est un État unitaire décentralisé. Elle est une indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle reconnaît et protège les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi. Elle assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Modèle malien. Je n'ai pas dit copie malienne. Le Mali est une république indépendante, unitaire, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. On observera que le seul texte qui dirige clairement avec le modèle français, c'est le texte constitutionnel malien que je viens de citer, qui a été promulgué en 2023. Pour cause, une révolution politique est passée par là. La révolution du Mali Koura, dirigée par l'actuel président Assimi Goïta, à la suite de l'expulsion des troupes françaises du territoire malien en 2022. Il y a une logique entre ces changements de l'écriture constitutionnelle et ces changements politiques. Allons du côté britannique. Prenons quelques exemples de constitutions d'Afrique anglophone comparées à leur modèle américain. Modèle américain, all legislative powers, article 1. Having granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives. Dès qu'on va au Nigeria, on relit la même chose. The legislative powers of the Federal Republic of Nigeria shall be vested in a National Assembly for the Federation, which shall consist of a Senate and a House of Representatives. Et vous pouvez vérifier cela pour pratiquement 60% des constitutions anglophones africaines. Donc on voit très bien qu'on a un problème. C'est que notre droit, la plupart du temps, ce n'est pas nous qui l'écrivons. À partir du moment donné où le droit est dicté par quelqu'un d'autre, est-ce que ce droit est droit? C'est un droit tordu. Et comme le dit le proverbe africain, le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne peut pas le transformer en crocodile. Quand le droit est colonial, il reste colonial jusqu'au bout. Et quand vous recopiez du droit colonial, vous vous recolonisez en le recopiant. Deuxième problème que nous avons en Afrique, c'est le phénomène de l'illégitimité constitutionnelle. Pour que la Constitution dise le droit pour toute une communauté citoyenne nationale, il faudrait que le peuple souverain, le constituant, ait été consulté au préalable, après avoir été convenablement instruit au terme d'un débat critique du contenu du projet constitutionnel.
Cela se fait dans et par l'ouverture d'un espace public dialogique, soumis aux normes de ce que le philosophe Jürgen Habermas appelle l'éthique de la discussion, c'est-à-dire une discussion publique où chacun s'efforce de rendre raison au lieu de seulement chercher à avoir raison. Or, qu'observe-t-on dans de nombreux pays africains? Non seulement le contenu du projet constitutionnel émane bien souvent d'une écriture unilatérale des dominants, qui plus est indifférente aux objections des spécialistes comme des citoyens lambda, mais en plus les débats constitutionnels sont souvent confisqués par des élites au pouvoir qui contrôlent d'un bout à l'autre le processus d'ingénierie constitutionnelle. C'est ainsi qu'un chef d'État africain contemporain ne s'est pas gêné en plein discours public pour sortir de sa poche intérieure de veston le texte constitutionnel qu'il avait taillé sur mesure pour lui-même et de s'écrier. Qui connaît mieux ce texte constitutionnel que moi? Personne. Fin de citation. Dans ces conditions étriquées, les référendums constitutionnels africains s'avèrent bien souvent comme des élections souvent truquées par les pouvoirs, des autoplébiscites à peine voilés des despotes africains. Troisième problème, le phénomène du viol constitutionnel. Dans le but de capturer l'État pour eux-mêmes et leurs clans, plusieurs élites politiques africaines, bien souvent issues du processus colonial et néocolonial, sont passées maîtresses dans la manipulation des textes constitutionnels, afin de s'assurer, sous couvert de démocratie, de stabilité ou de continuité de l'État, la confiscation du pouvoir d'État, à vie pour eux-mêmes, pour leur famille politique, pour leur clan oligarchique, ou même pour leur famille biologique. Implicitement, de nombreuses soi-disant républiques africaines, et il faut rappeler que république vient du latin res publica, qui veut dire la chose commune, sont en fait devenues des monarchies à ciel ouvert, des royaumes archaïques contemporains où les opposants politiques n'ont tout naturellement que trois choix: la prison, la mort violente ou l'exil. Ainsi, les pays africains s'enferment dans une marche chaotique alternant les crises de gestion et les crises de succession, puisque le fait du prince s'y confond souvent avec l'ordre constitutionnel. C'est ce paradigme qui a été théorisé en Afrique du Sud sous la notion de la capture de l'État, le capture of state. Mais une distinction conceptuelle s'impose ici. La violation des constitutions n'obéit pas systématiquement à l'intention antipopulaire du despotisme africain d'origine coloniale et néocoloniale. Les processus politiques africains ne sont pas identiques d'un pays à l'autre. Il y a de facto deux sortes de coups d'État, constitutionnels ou militaires, qui ont lieu en Afrique maintenant. Des coups d'État constitutionnels ou militaires révolutionnaires, c'est-à-dire au service des aspirations populaires légitimes, et les coups d'État constitutionnels ou militaires réactionnaires, c'est-à-dire au service des intérêts étrangers à l'Afrique, et notamment opposés aux aspirations des peuples africains. Quatrième problème que nous avons en Afrique, le phénomène de la corruption juridique et judiciaire. Mettons les pieds dans le plat. J'entends par corruption juridique trois choses. D'abord, le fait que l'opinion populaire africaine, habituée à l'effondrement moral des institutions juridiques, soit portée à rechercher sans cesse des passe-droits dans toutes les situations qui le permettent. C'est ensuite le fait que la confusion entre le fait et le droit soit devenue une norme de civilisation. Quand on voit avec quelle facilité les truands sont adulés sous nos tropiques. Enfin, j'entends la corruption juridique comme la mystification dominante sur la valeur véritable du droit international que certaines puissances opposent souvent de façon opportuniste aux peuples et États africains, tout en imposant l'état de nature aux Africains. Alors, décrivons un peu plus sérieusement cette corruption. D'abord, beaucoup de pays africains sont des royaumes du bakshish. Le réflexe du bakshish est devenu ordinaire dans tous nos pays. Le pourboire est roi, de la chaumière au palais, des campagnes aux villes. On corrompt pour tout, on achète tout, on vend tout, tout se paye. Joie de plissage par-ci, mouillage de barbe par-là, promotion canapé par-là, graissage de pâte par-ici, l'Afrique bat tous les records. Dans le parler ordinaire, on va même jusqu'à dire que celui qui sait corrompre, c'est celui qui sait bien parler, parler bien. Le mal corruptif est profond. L'Afrique est otage d'hommes et de femmes corrompus à tous les étages de la société, avec des estomacs sans fond. Les torts s'inversent en raison par la seule magie des espèces sonnantes et trébuchantes. Du sourire de la caissière du supermarché au verdict du juge au tribunal, le pot de vin est le plus puissant des deux vins. Il maraboute toute l'échelle sociale. Dans notre continent,
Le moins de pouvoir accordé à quelqu'un dans une institution, qu'elle soit privée ou publique, est perçu par l'opinion comme une opportunité de voler qui lui est offerte. Celui qui détient le moins de pouvoir est livré ainsi d'emblée sous l'empire de la tentation. Toute nomination conduit au jardin de Gethsemane et peut finir sur la place de Golgotha en Afrique. Le nommé à un poste de pouvoir vit sous pression. Les siens lui en veulent, si elle ou il ne vole pas, pour les combler. La société ou le service où il travaille, le ou la déteste, si elle ou il refuse de prendre des pourboires, et ses propres collègues finissent par l'isoler, si elle ou il ne rejoint pas la curée des dessous de table. C'est ainsi que notre justice est décédée dans bon nombre de nos pays. Maat, que les Occidentaux ont appelé Thémis, la déesse mythique de l'équilibre des sociétés, en bien de nos contrées, pleure en regardant l'injustice qui y prospère. J'ai monté par l'intelligence artificielle une image de la déesse Maat, symbolique de la justice en Afrique, regardant la carte de l'Afrique en larmes. L'Afrique se caractérise par la confusion du fait et du droit. De facto et de jure, il ne se distingue plus. Une illusion intellectuelle tenace s'est ainsi installée, eh bien, dans l'espace public africain. La confusion du fait et du droit. On fait passer pour acte de raison le pouvoir qui ne découle que de la force de ses tenants. Et l'on programme droit ce qui n'est que force dominante. De la même façon, on critique le droit existant en voulant lui opposer un nouvel état de fait, ignorant ce qui, dans le droit existant, découlerait d'un acte conventionnel d'obéissance réciproque à la loi juste. Contre cette illusion tenace, ce passage du contrat social de Jean-Jacques Rousseau nous avait déjà prévenu. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Ça, c'est dans le contrat social, au livre 1, chapitre 3. J'en viens à la dernière caractéristique de ce phénomène terrible. C'est l'expérience massive du non-droit en Afrique. L'Afrique a mal à son droit. L'Afrique vit même largement encore dans le non-droit. Des centaines de millions d'Africains sont actuellement déplacés de guerre dans leur propre terre. Le droit des gens est une denrée rare. J'ai pris les derniers chiffres de 2024. On compte plus de 32,3 millions de personnes déplacées de guerre sur le continent africain. Donc de personnes qui vivent sans leurs droits. Parce que toutes les personnes qui sont reconnues nulle part et pourchassées partout, refoulées partout. Nous vivons donc dans bien des contrées de notre continent dans l'état de nature. Monsieur le modérateur, chers collègues, docteur Moïse, j'en viens donc à la dernière et très brève dernière partie de mon exposé, où je voudrais parler des conditions de possibilité de l'état de droit en Afrique. Ce que j'appellerais, pour ma part, des prolégomènes de l'Afrique souveraine. Il me semble que la question juridique africaine ne reprendra force et vigueur que s'y sont posés 4 axes essentiels pour sortir du marasme actuel du droit dans le continent noir. Premier axe, l'endogénéisation épistémologique du droit en Afrique. Deuxième axe, la légitimation des processus constitutionnels africains par la défense des institutions. Troisième axe, la chute des dictatures, la révolution africaine. Quatrième axe, la pénalisation effective des infractions en Afrique, c'est-à-dire la matérialisation de l'état de droit dans la vie des gens. Il me faudrait une toute autre conférence pour analyser chacun de ces axes. Mais je me contenterai ici d'insister sur leur signification en guise de conclusion. Quand je dis endogénéisation épistémologique du droit, je veux dire que le droit doit être écrit en s'inspirant de nos valeurs de civilisation. Nos propres valeurs de civilisation. Donc nous devons récupérer l'écriture du droit. Nous avons des docteurs dans toutes les disciplines du droit, dans les disciplines des sciences humaines. Nous avons des Africains qualifiés dans tous les domaines. Mais le problème, c'est qu'il faut que ces Africains eux-mêmes se libèrent de la domination des paradigmes et des valeurs de sociétés qui ont donné la preuve qu'elles n'étaient pas justes. Pour penser à partir de ce que nous estimons juste, et de ce que nous estimons juste dans ce que les autres ont fait de bien. L'endogénéisation, c'est ce que je veux entendre par là. Le plus ancien concept juridique connu dans l'histoire intellectuelle d'Afrique, c'est le concept de Maat, qui a fait l'objet d'un travail très sérieux de Maulana Karenga dans un livre intitulé Maat, The Moral Ideal in Ancient Egypt. Globalement, qu'est-ce qu'il explique? Qu'en fait, on doit pouvoir passer toutes les institutions africaines. Ce qui fait que, d'un point de vue méthodologique, il y avait 3 techniques pour enraciner le droit dans notre civilisation. La première, c'est la défétichisation, c'est-à-dire que nous devons nous emparer de ce qui caractérise notre civilisation
et l'utiliser en explicitant le sens, au lieu d'utiliser comme un fétiche, c'est-à-dire un objet, une idole, qui de toutes les façons ne nous libère pas et qui nous aguerrit. Alors tout ce qui, dans notre civilisation, est de nature à faire prospérer une société harmonieuse, une société juste, une société pacifique, doit être défétichisée. Deuxième élément, la dialectisation. Acceptons de discuter de nos coutumes, de nos traditions, acceptons de discuter des accords des autres, acceptons de les mettre au débat, et de seulement retenir comme loi, comme règle, ce qui aura obtenu l'assentiment réfléchi, pas simplement aveugle, de la majorité critique d'entre nous. Enfin, l'Afrique a une responsabilité, c'est l'universalisation africaine des valeurs. Elle doit montrer à toutes les autres nations, à tous les autres peuples du monde, que l'Afrique a conservé quelque chose d'utile pour toute l'humanité. Alors, deuxième élément important, qu'est-ce que j'entends par légitimation des processus constitutionnels africains? Je prends une formule qui a été utilisée par l'ancien président ghanéen, Thierry John Rawlings. Quand il a réformé le Ghana et a doté le Ghana d'une constitution qui lui a permis aujourd'hui d'être l'un des États de droit les plus stables d'Afrique, il a dit la constitution du Ghana est si solide que même si le diable devenait président, il ne pourrait pas déstabiliser le pays. Donc en fait, dans notre manière de rédiger les textes et les lois, nous devons multiplier les mécanismes qui empêchent qui que ce soit d'entre nous de s'emparer de nos libertés par une petite entourloupe, par un changement de virgule ou une manipulation constitutionnelle. Troisième élément important pour que l'état de droit soit là, la chute des dictatures africaines. C'est un impératif catégorique. La paralysie du droit africain trouve sa raison d'être dans l'impératif de survie des dictatures. La dictature est le régime où la volonté d'un seul et de son clan s'impose par la force. Certes, les dictateurs de tous les temps sont diablement efficaces. Ils sont doués d'une intelligence pratique maléfique où la ruse et le mensonge cohabitent naturellement avec le sadisme et le cynisme les plus échevelés. Mais la force d'un peuple est incomparablement supérieure à celle du plus puissant des dictateurs. C'est dans la défaite de la volonté populaire de souveraineté que prospère donc souvent toute dictature. Et Diène de la Boétie l'explique clairement dans son excellent ouvrage, Discours sur de la servitude volontaire. Donc, un large extrait est à votre disposition dans le texte original de ma conférence. Enfin, quatrième point fondamental, l'état de droit africain passe par la pénalisation effective des infractions. Il me semble que c'est la fin du règne de l'impunité qui sera la matérialisation de l'état de droit. Mais ce règne de l'impunité, il doit cesser de la famille au sommet de l'État. Du fait de la corruption généralisée dans nos sociétés, l'impunité à tête chercheuse règne souvent du sommet à la base de nos États. Et c'est elle qui fait le lit du mimétisme de la corruption dans toutes les couches de la société. L'excuse la plus récurrente de la corruption, on l'a remarqué, c'est l'invocation de sa normalité collective. C'est un principe de droit essentiel pour éviter l'incrimination des innocents. Les peines collectives ne doivent jamais être appliquées comme on le fait souvent de manière aveugle. En le faisant, on viole la présomption d'innocence et on restaure par là même l'état de nature. Il faut donc que la justice s'applique réellement à chacun, quel que soit le niveau social ou institutionnel concerné, afin que la justice règne et que le droit devienne une réalité quotidienne. Bien sûr, cette pénalisation effective des infractions ne saurait se saboter elle-même en devenant une forme de vengeance de l'institution judiciaire contre la société. Puisque cette pénalisation des infractions doit d'abord concerner les magistrats eux-mêmes. Eux aussi, que dis-je, eux d'abord. Car si la justice ne s'applique pas à ceux qui disent et appliquent le droit, à savoir les magistrats et les gouvernants, pourquoi voulez-vous que ces magistrats et gouvernants exonérés de poursuites appliquent la justice au nom de la société, dans la société? Une réforme radicale du régime des immunités des magistrats et des gouvernants africains s'impose dès lors. Enfin, le problème africain du droit ira en se dissolvant lorsque la culture de l'état de droit sera devenue, par opposition à celle de l'état de fait ou état de nature, une référence normale à l'Afrique. Il y a donc ici une éducation citoyenne et une vigilance permanente, étatique et civile qui s'impose pour que le droit épouse notre quotidien et que notre quotidien transpire de la reconnaissance réfléchie du droit dans une dialectique interactive. Le droit en Afrique sera incontestablement ce que les peuples, les dirigeants et les magistrats africains en feront. Il n'y a à cet égard ni fatalisme pessimiste, ni optimisme béat à entretenir. Il s'agit pour nos nations et leurs élites de s'assumer pleinement comme source de droits justes et d'une renaissance civilisationnelle exemplaire
pour le bien-être des générations actuelles et futures, mais aussi pour la mémoire fidèle des luttes et sacrifices consentis par les générations anciennes, afin que nous soyons tous pleinement reconnus comme personnes humaines dignes, en ressemblance du maître absolu de toute vie, notre Créateur. Je vous remercie. Merci professeur pour ce brillant exposé sur le droit, les sources du droit et problèmes essentiels de l'état de droit en Afrique contemporaine. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons tous été séduits par les professeurs. Il n'est pas fréquent de l'avoir à nos côtés, même si on l'a sur nos écrans, mais il n'est pas facile de l'avoir à ses côtés. Merci professeur d'être là. Je vais tenter, voilà, et rappeler quelques mots, propos forts, intéressants du professeur, même si ce n'est pas facile pour moi en tant que son jeune frère. Voilà, lui il est l'aîné, ce n'est pas facile. Alors, donc, après les philosophes, ce n'est pas facile. Alors, d'abord, il faut rappeler que le professeur Franklin est l'auteur de plusieurs ouvrages. Après l'impérialisme, voilà, aujourd'hui, on a un nouveau ouvrage, s'il vous plaît, un nouveau ouvrage du professeur sur les recherches philosophico-politiques 2025-26. Voilà, donc c'est le dernier, bon, le nouveau, pas le dernier, parce qu'il va continuer à courir. Voilà. Donc, il y a quelques exemplaires à 10 000 francs CFA. Bien. Le professeur a fait une mention spéciale au professeur des droits, qui a beaucoup contribué au développement de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Et il a fait ressortir un peu l'historique du droit sous l'approche philosophique. Surtout, il a délimité son intervention, puisqu'il dit qu'il est préférable qu'il soit prudent parmi les spécialistes en droit et que lui, il va aborder sous l'angle de la philosophie, chose qu'il a fait. Alors, il a défini le droit en disant que le droit est polysémique, parce qu'il y a plusieurs définitions qui peuvent être données, et comme vous pouvez le constater, il a donné plusieurs définitions du droit. Et il s'est interrogé à la suite d'où vient le droit. Et en répondant à cette interrogation, le professeur a fait une démonstration pratiquement remarquable sur le sens du droit sous 4 assertions, dont je ne vais pas le citer, mais vous l'avez suivi à travers son intervention. Je vous présente le dernier ouvrage que j'ai publié, Recherche philosophico-politique, où vous trouvez une dizaine d'articles scientifiques, fruits de mes recherches ces dernières années, et auxquels vous pouvez accéder pour la modeste somme, ça dépend de qui, de 10 000 francs CFA. Très bien. Dans cet ouvrage-là, vous trouvez des recherches sur les questions du pardon, de la justice, la mémoire, de la démocratie, les tensions morales qui existent dans les sociétés africaines et les dérives idéologiques en cours. Voilà. Très bien. Ceux qui le souhaitent pourront se le faire dédicacer en même temps. Ou alors, vous le retrouverez à la librairie bas, près de EDM, quartier du Fleuve, où il est distribué. Je vous remercie.